Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, depuis dimanche, depuis l'intervention du président des Restos du Cœur, Patrice Douré, depuis dimanche, on parle beaucoup de l'aide alimentaire. Bah oui, il a lancé un cri d'alarme. Si on ne fait rien, même les Restos du Cœur pourront mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans, a-t-il dit. Pour faire face à ces difficultés, l'association n'a pas d'autre choix que de restreindre le nombre de personnes auxquelles elle a apporté son aide. Et ce nombre de personnes a été multiplié. Patrice Douré annonce que le montant de ressources pour être admissible va être révisé. Et oui, en conséquence, 150 000 personnes devront être éconduites par les Restos du Cœur. Le cri d'alarme donc du patron des Restos du Cœur, mais même chose pour la Fondation Abbé Pierre, pour le Secours Populaire, pour la Croix-Rouge. Toutes ces associations d'aide aux personnes en difficulté sont elles-mêmes en difficulté. Alors que faire? Que proposent les uns et les autres? Il y a l'État d'un côté, il y a les privés de l'autre. On a vu la famille Arnaud qui va verser 10 millions d'euros. D'autres se sont proposés, le Crédit Mutuel et d'autres encore. Il y a des initiatives qui sont prises ici ou là. Pour parler de cela, j'ai 2 invités ce matin. William Martinet, qui est député LFI des Yvelines, bonjour. Bonjour. Et Richard Ramos, qui est député MoDem du Loiret, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, il y a eu cette polémique autour de Bernard Arnault. N'est-elle pas, cette polémique, inutile et stérile? William Martinet. Non, pas du tout. Je pense que cette polémique, elle permet au moins de, avoir des ordres de grandeur. Bernard Arnault a donné 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Vous savez que ça représente 0,004% de sa fortune. Est-ce que vous auriez préféré qu'il ne donne rien? 0,004%, moi je trouve que ça ne mérite pas un merci. Ce que j'aurais préféré, pas de merci. vous avez raison, pas de merci. Par contre, tiens, je fais une parenthèse. Ne rien donner alors. Par contre, ce que je remercie, c'est toutes les autres personnes qui font des dons au Resto du Cœur, des gens qui parfois ont des petits salaires. Non, je parle, merci sans doute au Crédit Mutuel. Non, mais je parle des particuliers. Vous savez, les gens qui ont un petit salaire, mais pour qui la question de la générosité, c'est important, et qui donnent 10, 20 euros par mois à des associations, et pour qui ça représente pas 0,004% de leur patrimoine, pour qui ça représente un véritable effort. Donc merci à ces gens qui sont véritablement généreux. Et par contre, Bernard Arnault, moi ce que je lui demande, c'est de payer correctement ses impôts. C'est d'arrêter de délocaliser ses filiales dans des paradis fiscaux, et c'est de payer le juste impôt. Et si Bernard Arnault payait ses impôts comme les autres, ça représenterait à peu près 400 millions d'euros de recettes fiscales en plus chaque année. Et avec 400 millions d'euros, on pourrait aider les gens. Bernard Arnault, vous le connaissez? C'est 14% de son revenu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui nous écoutent, qui payent plus que 14% de leurs revenus en impôts. Donc moi je demande un peu de justice fiscale dans ce pays, que Bernard Arnault paye en proportion réelle de ce qu'il gagne, et ça permettra de mener des véritables politiques sociales, et j'espère de régler ce problème des gens qui ont faim dans le pays, qui est inadmissible. C'est dommage quand même d'avoir provoqué cette polémique, parce que ça dépasse la question essentielle. La question essentielle, c'est comment faire pour aider ces associations et comment faire pour lutter contre cette pauvreté. Richard Ramos. D'abord, merci Bernard Arnault. Et merci aux entrepreneurs sur nos territoires qui aident depuis des années. Moi, je le dis, j'ai une entreprise qui est LSDH, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. Ils font le lait, c'est qui le patron? Grosse entreprise familiale. Ok, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2000 salariés. Ça fait des années, quand je demande à Emmanuel Vasnex de me filer du lait, de me filer des palettes de lait, qu'on le donne aux assos. Heureusement qu'il y a des entreprises citoyennes. Et on ne va pas opposer l'entreprise citoyenne, c'est-à-dire le patron qui, à un moment donné, se dit, parce que l'entreprise, juridiquement, c'est une personne morale, juridiquement, elle prend part à ça. Moi, quand j'avais 25 ans, je faisais partie du centre des jeunes dirigeants, c'était l'entreprise citoyenne qu'on défendait. Et donc, on ne doit pas opposer l'entreprise citoyenne qui se dit je vis sur un territoire, Bernard Arnault national sur la France, une entreprise locale qui va aider une association locale. On ne doit pas créer ce conflit artificiel dans ceux qui donnent. Par contre, pourquoi créer toujours une polémique? Pourquoi est-ce qu'en France, on est obligé systématiquement d'être dans la polémique? Je pose cette question parce qu'elle m'interpelle de tous les côtés d'ailleurs, mais par contre, de tous bords politiques. Ce que dit mon collègue, là où il a raison, oui, c'est qu'en fait, ça met en évidence la carence d'État. Oui, c'est-à-dire que quand vous savez, j'ai été tout à l'heure. La polémique, elle est là, elle est plus intéressante. Monsieur Bourdin, j'étais en coulisses tout à l'heure quand j'ai écouté votre auditrice. Oui. D'accord, ça m'a ému. entendu. Et je vous assure que je vais vous en donner d'autres dans ma circonscription. Je tiens
vous le vérifierez ce que je vous dis, Monsieur Bourdin. Vous n'avez pas été chercher des cas isolés. Ces femmes-là, comme elle a témoigné, j'en ai d'autres. 65 ans. J'en ai Seul. J'en ai d'autres, Monsieur Bourdin. Mais j'imagine. Je vais leur demander de venir témoigner à votre micro. Bien sûr. Parce que ça m'émeut. Quand aujourd'hui, et là, monsieur, mon collègue aura peut-être raison, quand aujourd'hui les citoyens, elle a dit j'ai peur, la dame, j'ai peur de l'avenir, je ne peux pas durer comme ça. Quand aujourd'hui, l'État, la collectivité locale, n'est pas capable de rassurer nos citoyens qu'on faim, alors on a un problème dans ce pays. Ça, c'est la réalité. Alors que faut-il faire? Un plan d'urgence alimentaire? Il faut à la fois... Je ne sais pas, moi, c'est ce que demandent les Restos du Cœur. À la fois, il faut un plan d'urgence alimentaire et sur le fond. Les Restos du Cœur, on va aller dans le fond du fond. Les Restos du Cœur, vous avez également les Jardins du Cœur. C'est quoi? C'est des jardins où on fabrique des légumes, c'est les Restos du Cœur qui en sont propriétaires, qui vont faire de la réinsertion. Qu'est-ce qu'on a demandé à ces gens? Qu'est-ce qu'on a demandé aux Restos du Cœur? Qu'ils auront des subventions des départements uniquement si les gens qui vont travailler dans ces Jardins du Cœur vont être retour à l'emploi rapide. Ça veut dire que ceux qui sont le plus éloignés seront encore plus éloignés parce que les Jardins du Cœur devront faire en sorte d'aller chercher des gens qui sont le moins éloignés de l'emploi, et donc ça veut dire que les plus fragiles seront encore une fois. Le système, on marche sur la tête. Donc il faut une urgence, c'est-à-dire il faut que l'État se mobilise, il faut que tout le monde se mobilise pour que cet hiver, personne ne crève de faim. Et après, il faut réinventer quelque chose. On ne peut pas être dans ce pays-là, il y a quelques semaines, et là, peut-être que je serai d'accord avec monsieur, parler des super profits, parler de savoir la redistribution de la richesse dans ce pays, et des gens qui crèvent de faim, des étudiants qui vont commencer leur vie en allant au secours catholique ou au Restos du Cœur. C'est pas possible, ça. Bien, William Martinet. Les solutions, parce que moi je veux bien toutes les polémiques, mais je veux les fuir, les polémiques. Cette polémique, ce que je veux dire. Oui, mais elle n'est pas vide de sens. Non. Il y a un sujet de fond. La question de la grande pauvreté, elle ne peut pas être déconnectée de la question de l'extrême richesse. Voilà. S'il y a plus de 10 millions de pauvres dans notre pays, si le nombre de personnes à l'aide alimentaire est en train d'exploser, c'est parce que les richesses sont de plus en plus mal réparties et concentrées dans les mains de quelques-uns, et notamment de monsieur Bernard Arnault. Donc moi je pense qu'il faut absolument faire la différence entre cette poignée de personnes de multinationales qui détiennent beaucoup d'argent, d'autres entreprises qui, elles, sont beaucoup plus généreuses. Moi, je critiquais pas les dons des entreprises en général. Je fais la différence entre une multinationale qui fait de l'évasion fiscale et qui fait des super profits et une entreprise petite ou moyenne qui est implantée sur un territoire et qui aide les associations sportives, qui fait des dons pour les collectes alimentaires, etc. Je fais la différence entre... Il faudrait des entreprises en France comme LVMH, parce que les salariés sont bien payés chez LVMH. Oui, l'année dernière, les salariés de LVMH, ils ont menacé de faire grève, ils ont menacé de faire une mobilisation pour leurs conditions de travail. Mais restons sur le sujet de fond. Moi, je pense que Bernard Arnault. Non, mais cette séquence, elle illustre quelque chose. C'est une forme d'américanisation de notre société, où ce sont des grandes fortunes qui, par la charité, par l'aumône, se substituent à l'État pour mener des politiques sociales, et des politiques, en l'occurrence une ministre, Madame Aurore Berger, dont apparemment la fonction principale est d'aller remercier ces grandes fortunes d'avoir fait ces dons. Ça, c'est un modèle qui existe. Je dis américanisation parce que c'est le modèle des États-Unis. C'est un modèle libéral et dont les conséquences sont en réalité une pauvreté extrêmement forte. Exactement. Donc, est-ce que vous connaissez le principe de l'impôt, Monsieur Bourdin? Le principe de l'impôt. C'est ceux qui gagnent beaucoup d'argent. L'idée, c'est que, en proportion de leurs revenus et de leur fortune, ils payent des impôts pour permettre à l'État de mener des grandes politiques. Vous savez, dans l'histoire de notre pays, quand on a réussi à faire reculer des sujets de grande pauvreté, on ne l'a pas fait par le don des milliardaires. On l'a fait par des politiques publiques ambitieuses. On parlait du témoignage très émouvant de cette dame de 65 ans. Comment est-ce qu'on a fait en France pour faire reculer massivement le taux de pauvreté chez les retraités? Comment on l'a fait? C'est la sécurité sociale et la création du système de retraite. Comment est-ce qu'on a fait dans notre pays pour, par exemple, faire reculer massivement la mortalité infantile? Est-ce que c'est des dons de grandes entreprises qui ont permis de faire ça? Non, c'est la caisse d'allocation familiale, c'est de faire des protections maternelles et infantiles partout sur le territoire. C'est ça qui permet de réduire la pauvreté. Les entreprises, c'est aussi les impôts que paient les entreprises. Tout ça financé par les salariés qui travaillent, par les entreprises qui payent des impôts. Mais donc, il faut des politiques ambitieuses. Et ce qu'on attend du gouvernement, c'est effectivement, et nous, on en a fait la proposition plusieurs fois à la France insoumise, un plan d'urgence alimentaire, et juste qu'on se mette d'accord sur les ordres de grandeur, parce que là on parle de 10 millions d'euros pour monsieur Bernard Arnault. Les besoins dans le pays pour régler cette question de la faim,
voilà, parce que c'est de ça qu'on parle, ça se chiffre en centaines de millions d'euros. C'est ça le sujet. On a besoin d'une politique qui investit des centaines de millions d'euros. Est-ce qu'il faut indexer les aides versées, indexées sur l'inflation, les aides versées aux associations alimentaires? Mais oui, j'ai envie de dire oui comme ça dans l'urgence, mais en fait, oui. Non. La vraie réponse, c'est on doit ne pas avoir quelqu'un dans un pays aussi riche qui meurt de faim en France. Oui. Et donc, voilà. Moi, vous savez que je porte depuis des années la sécurité sociale alimentaire. Oui, c'est-à-dire la sécurité sociale alimentaire. Je pense qu'il vous allez nous expliquer ce que c'est. Je vous interromps tout de suite parce qu'il est 45 déjà, il faut que je fasse la pub. Mais vous allez nous expliquer ce que c'est que la sécurité sociale alimentaire. Et William Martinet, vous allez me dire si vous y êtes favorable ou pas. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, allez, il est 9h49. La sécurité sociale alimentaire, alors qu'est-ce, Richard Ramos? Parce qu'il faut qu'on comprenne là. Alors, déjà, je voudrais dire, c'est pas une usine à gaz, parce que tout le monde, quand on veut pas faire quelque chose en France, on dit ça va être compliqué. Vous avez des millions de salariés qui ont une carte restaurant. C'est comme, vous savez, les tickets restaurant. Vous avez aujourd'hui une carte restaurant. Vous allez manger au restaurant, vous allez faire vos courses dans des supermarchés et vous payez avec cette carte-là. Voilà. Vous faites votre code et vous payez. Donc, le système est simple. Moi, je dis, on fait une carte comme celle-ci, alimentaire, sécurité sociale alimentaire, et on la crédite de 50 € à tous les Français. Qui paye les 50 €? L'État ? Taxe sur les sodas. Taxe sur les produits qui sont D et E dans le Nutri-Score, c'est-à-dire des produits ultra transformés. C'est-à-dire que comme on est dans l'alimentation, on fait payer, etc. Et les mauvais produits. Les mauvais produits. Ceux d'ailleurs qui font en sorte que les plus pauvres sont les plus fragiles sur leur santé. La courbe de l'obésité suivant la courbe de la pauvreté. Ça, c'est... Et donc, je mets des taxes là-dessus. On crédite de 50 € cette carte. C'est-à-dire chaque citoyen, chaque Français a droit à une carte alimentaire, etc. Il a une carte de sécurité sociale alimentaire. Oui. Et elle est créditée pour tous les Français qui la demandent. 50 € par mois. Par mois. D'accord. On sait qu'il faut entre 150 et 200 € pour manger. Oui. On regarde comment on fait monter le système pour pouvoir augmenter ce montant-là, notamment pour nos étudiants. Mais peut-être au prorata des revenus. Alors, au prorata des revenus et au prorata également, et c'est là où je ne serais pas d'accord peut-être avec mon camarade en face, quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple qui est au RSA, il vient donner du temps à la collectivité ou à l'association, pas à l'entreprise. Je comprends. Et on le crédite. C'est-à-dire que là où votre femme, ce matin, elle est isolée, on lui dit, viens travailler à la cantine une journée par semaine. On l'aura crédité, elle aura trouvé du lien social, elle sera plus aujourd'hui isolée. Et elle aura de l'argent sur sa carte. Et elle aura de l'argent sur sa carte. William Martinet, vous adhérez à cela? Moi, je suis favorable au principe de la sécurité sociale alimentaire. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, on travaille sur ce sujet. Même pour être plus précis, c'est ma collègue Aurélie Trouvé, qui chez nous est la spécialiste des questions agricoles alimentaires. Oui, je dépose une proposition de loi transpartisane. On va travailler ensemble. Parce que je pense que c'est une bonne mesure, un peu en écho à ce que je disais tout à l'heure. C'est une politique publique ambitieuse. Voilà, on est autre chose que le petit don pour essayer de combler les trous. On se donne une politique qui vise à régler à la fois la question de la faim et aussi la question, ce qui va avec, de la malnutrition. Parce qu'il ne s'agit pas juste de manger à sa faim, il s'agit de manger correctement. Je vais même un petit peu plus loin sur cette question de la sécurité sociale alimentaire parce que à la fois ça a un impact sur le besoin des consommateurs, donc comment avoir des produits alimentaires de qualité, mais ça permet aussi d'orienter la production. Parce qu'à partir du moment où vous avez une sécurité sociale alimentaire, vous pouvez la flécher sur les circuits courts, sur les producteurs locaux. La qualité des produits. Exactement, sur le bio en partie. Voilà, donc à la fois, vous répondez à un besoin des consommateurs et vous structurez une filière agricole qui fait des produits de qualité. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi, je rajouterais juste un élément qui est complémentaire à cette sécurité sociale agricole. C'est que, en plus d'organiser ce dispositif, il y a quand même un sujet à côté duquel on ne passera pas, qui est celui du blocage des prix dans le secteur alimentaire. Parce que ce qu'on a constaté ces derniers mois et ces dernières années... 5000 produits, l'inflation... Pardon, mais 5000 produits à prix bloqué, c'est un blocage des prix déguisé. Non mais vous vous souvenez 5000 produits dans un hypermarché, c'est beaucoup. Du travail de l'UFC Que Choisir, sur cette question-là du trimestre anti-inflation, où ils nous ont appris quoi? Que c'était pas 5000, mais c'était plutôt 50 produits par supermarché, et qu'en fait on n'a pas eu de baisse des prix, mais qu'on a eu plutôt une stagnation, augmentation des prix. Ça ne marche pas. Le trimestre anti-inflation de Bruno Le Maire, ce n'est pas vrai que ça permet
permettrait de contrôler les prix. On peut faire un véritable blocage des prix. Et juste là-dessus, on en revient au débat tout à l'heure, grande fortune, pauvreté. Pourquoi est-ce que les prix de l'alimentaire augmentent? Je vous donne un chiffre seulement, c'est un chiffre officiel, c'est celui de l'INSEE. Au trimestre dernier, 89% de l'augmentation des prix de l'alimentaire, c'est l'augmentation des marges de l'industrie agroalimentaire. Vous entendez ça là? Tous ceux qui nous écoutent, qui ont payé plus cher leurs produits alimentaires par rapport au trimestre dernier, 80. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. C'est le chiffre. C'est le chiffre de l'INSEE. Vous faites des moyennes. C'est le chiffre de l'INSEE. Vous faites des moyennes. Je fais des moyennes sur tous les produits alimentaires. On peut pas dire ça sur les PME françaises. Parce que en gros, aujourd'hui... Mais je ne dis pas ça sur les PME françaises, je dis ça sur les prix de l'alimentation en moyenne. Laissez-moi répondre. Et d'autres qui ne Bien sûr, après, dans les moyennes, il y a de tout. Les grandes multinationales, vous avez raison, elles sont peu en nombre, mais beaucoup en volume. Oui. Donc ça donne votre chiffre. Mais nos PME françaises sont en train de... Nos PME françaises, qui elles livrent les supermarchés, sont en train de crever. Elles sont en train de crever, nos PME françaises, parce qu'elles n'ont plus de marge. Parce que votre Coca-Cola, qui vaut plus cher qu'un litre de lait en France, on marche sur la tête quand même. Non, mais, monsieur Bourdin, un litre de Coca-Cola, que les auditeurs comprennent. Je suis anti-Coca-Cola. Monsieur Bourdin. Je vais pas me faire que des amis. Mais monsieur Bourdin, un litre de Coca-Cola, poudre de perlimpinpin, plus cher qu'un litre de lait. Quand on sait que nos paysans se lèvent tous les matins à 5 heures, il n'y a pas un truc qui ne va pas dans notre pays? Bien sûr, c'est vrai. Alors, moi je vous dis, attendez, je vais terminer. Et je vais vous dire quelque chose, monsieur Bourdin. Oui. Il y a un an, chez vous, monsieur Bourdin, à Sud Radio, j'avais dit, on va avoir de la triche sur les emballages. Il y a un an. Je me souviens. Ici, à Sud Radio. Maintenant, je vais vous annoncer ce qui va se passer dans un an. Une fois qu'ils auront bien triché, certains, les multinationales, sur l'emballage, ils vont changer les recettes. Vous m'entendez bien? À l'époque, on m'a dit, monsieur Ramos, vous exagérez. On y est. Je vous dis aujourd'hui, et vous me réinviterez, ils vont changer les recettes. C'est-à-dire après avoir fait en sorte que j'ai le même emballage, mais moins de produits, donc j'ai trompé le consommateur, eh bien, mon chocolat, au lieu de mettre du cacao, je vais mettre de la matière grasse. Je vais rajouter dans tous les produits industriels. Pour beaucoup. Ils n'ont pas encore trop changé les recettes, certains. Mais là, ils vont changer les recettes. Ça veut dire, encore une fois, que c'est les problèmes de santé qui vont arriver, parce que plus de sucre, plus de gras, plus de sel, c'est de la maladie qui arrive. Et on verra, et on contrôlera les recettes. J'ai pris aujourd'hui des références de recettes, je vais les suivre. Et si des fois ça bouge, je viendrai vous le dire. Ah bah évidemment. Bien, merci à tous les deux. William Martinet, Richard Ramos, merci. Nous n'avons pas fini de parler de ce sujet, et c'est heureux. Il faut en parler, et je vais interpeller, moi, ici, dans tous les cas, interpeller tous les acteurs de cette crise alimentaire qu'il faut résoudre. Enfin, on ne va pas la résoudre comme ça du jour au lendemain. 9h56, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis depuis ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, vous serez après les infos avec Valérie Expert et Gilles Gansman, qui reçoivent Frédéric de Vincel, qui est directeur général des programmes en charge des plateformes et du sport dans le groupe M6. 9h56.